Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Alors on est de plus en plus sur la chaîne, ça me fait très plaisir, alors n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous aimez et qu'on puisse partager autour de ces lectures. Mais bref, revenons-en à l'objet de cet audio, de ce livre audio. On est toujours avec George Sand, c'est l'épisode 7, et je vous souhaite une très bonne écoute de ce livre audio. Je crois me rappeler positivement maintenant que ma mère passa cet été-là avec moi, et que j'eus du chagrin, parce que jusqu'alors j'avais couché dans sa chambre quand elle était à Nohant, et que pour la première fois, cette douceur me fut refusée. Ma grand-mère me disait trop grande pour dormir sur un sofa, et en effet, le petit lit de repos qui m'avait servi devenait trop court. Mais le grand lit jaune, qui avait vu naître mon père, et qui était celui de ma mère à Nohant, le même dont je me sers encore, avait 6 pieds de large, et c'était une fête pour moi quand elle me permettait d'y dormir avec elle. J'étais là, comme un oisillon dans le sein maternel, il me semblait que j'y dormais mieux, et que j'y avais de plus jolis rêves. Malgré la défense de la bonne maman, j'eus pendant 2 ou 3 soirs la patience d'attendre sans dormir, jusqu'à 11 heures, que ma mère fût rentrée dans sa chambre. Alors je me levai sans bruit, je quittai la mienne sur la pointe de mes pieds nus et j'allai me blottir dans les bras de ma petite mère, qui n'avait pas le courage de me renvoyer, et qui elle-même était heureuse de s'endormir avec ma tête sur son épaule. Mais ma grand-mère eut des soupçons, on fut averti par mademoiselle Julie, son lieutenant de police. Elle monta et me surprit au moment où je m'échappais de ma chambre. Rose fut grondée pour avoir fermé les yeux sur mes escapades. Ma mère entendit du bruit et sortit dans le corridor. Il y eut des paroles assez vives échangées. Ma grand-mère prétendait que ce n'était ni sain ni chaste qu'une fille de 9 ans dormît à côté de sa mère. Vraiment, elle était fâchée et ne savait pas ce qu'elle disait, car rien n'est plus chaste et plus sain, au contraire. J'étais si chaste, quant à moi, que je ne comprenais même pas bien le sens du mot chasteté. Tout ce qui pouvait en être le contraire m'était inconnu. J'entendis ma mère qui répondait « Si quelqu'un manque de chasteté, c'est vous pour avoir de pareilles idées. C'est en parlant trop tôt de cela aux enfants qu'on leur ôte l'innocence de leur esprit. Et je vous assure bien que si c'est comme cela que vous comptez élever ma fille, vous auriez mieux fait de me la laisser. Mes caresses sont plus honnêtes que vos pensées. » Je pleurais toute la nuit. Il me semblait être attaché physiquement et moralement à ma mère par une chaîne de diamants que ma grand-mère voulait enfin s'efforcer de rompre, et qui ne faisait que se resserrer autour de ma poitrine jusqu'à m'étouffer. Il y eut beaucoup de froideur et de tristesse dans les relations avec ma grand-mère pendant quelques jours. Cette pauvre femme voyait bien que plus elle essayait de me détacher de ma mère, plus elle perdait elle-même dans mon affection. Et elle n'avait d'autre ressource que de se réconcilier avec elle pour se réconcilier avec moi. Elle me prenait dans ses bras et sur ses genoux pour me caresser, et je lui fis grand-peine la première fois en me dégageant et en lui disant « Puisque ce n'est pas chaste, je ne veux pas embrasser ». Elle ne répondit rien, me posa à terre, se leva et quitta sa chambre avec plus de précipitation qu'elle ne paraissait capable d'en mettre dans ses mouvements. Cela m'étonna, m'inquiéta, même après un moment de réflexion, et je n'eus pas de peine à la rejoindre dans le jardin. Je la vis prendre l'allée qui longe le mur du cimetière et s'arrêter devant la tombe de mon père. Je ne sais pas si j'ai dit déjà que mon père avait été déposé dans un petit caveau pratiqué sous le mur de cimetière, de manière que la tête reposa dans le jardin et les pieds dans la terre consacrée. 2 cyprès et un massif de rosiers et de lauriers francs marquent cette sépulture, qui est aujourd'hui celle de ma grand-mère. Elle était donc arrêtée devant cette tombe, qu'elle avait bien rarement le courage d'aller regarder, et elle pleurait amèrement. Je fus vaincu. Je m'élançai vers elle, je serrai ses genoux débiles contre ma poitrine et je lui dis une parole qu'elle m'a bien souvent rappelée depuis. « Grand-mère, c'est moi qui vous consolerai. » Elle me couvrit de larmes et de baisers, et alla sur le champ trouver ma mère avec moi. Elles s'embrassèrent sans s'expliquer autrement, et la paix revint pendant quelque temps. Mon rôle eût été de rapprocher ces 2 femmes et de les mener, à chaque querelle, s'embrasser sur la tombe de mon père. Un jour vint où je le compris et où je l'osai.
Mais j'étais trop enfant à l'époque que je raconte pour rester impartial entre elles deux. Je crois même qu'il m'eût fallu une grande dose de froideur ou d'orgueil pour juger avec calme laquelle avait le plus tort ou le plus raison dans leur dissidence. Et j'avoue qu'il m'a fallu 30 ans pour y voir bien clair, et pour chérir presque également le souvenir de l'une et de l'autre. Je crois que ce qui précède date de l'été de 1813. Je ne l'affirmerai pourtant pas, parce qu'il y a là une sorte de lacune dans mes souvenirs. Mais si je me trompe de date, il importe peu. Ce que je sais, c'est que cela n'est pas arrivé plus tard. Nous fîmes un très court séjour à Paris l'hiver suivant. Dès le mois de janvier 1814, ma grand-mère, effrayée des rapides progrès de l'invasion, vint se réfugier à Nohant, qui est le point le plus central pour ainsi dire de la France, par conséquent le plus à l'abri des événements politiques. Je crois que nous en étions partis au commencement de décembre, et qu'en faisant ses préparatifs pour une absence de 3 ou 4 mois, comme les autres années, ma grand-mère ne prévoyait nullement la chute prochaine de l'empereur et l'entrée des étrangers dans Paris. Il y était de retour, lui, depuis le 7 novembre, après la retraite de Leipzig. La fortune l'abandonnait. On le trahissait, on le trompait de toutes parts. Quand nous arrivâmes à Paris, le nouveau mot de M. de Talleyrand courait les salons. C'est, disait-il, le commencement de la fin. Ce mot, que j'entendais répéter 10 fois par jour, c'est-à-dire par toutes les visites qui se succédaient chez ma grand-mère, me sembla niais d'abord, et puis triste, et puis odieux. Je demandai ce que c'était que M. de Talleyrand. J'appris qu'il devait sa fortune à l'empereur, et je demandai si son mot était un regret ou une plaisanterie. On me dit que c'était une moquerie et une menace, que l'empereur le méritait bien, qu'il était un ambitieux, un monstre. En ce cas, demandai-je, pourquoi est-ce que Talleyrand a accepté quelque chose de lui ? Je rentrais donc fort triste et agité, et mon rêve de la campagne de Russie me revint. Ce rêve m'absorbait et me rendait sourde aux déclamations qui fatiguaient mon oreille. C'était un rêve de combat et de meurtre. Je retrouvais mes ailes, j'avais une épée flamboyante, comme celle que j'avais vue à l'opéra dans je ne sais plus quelle pièce, où l'ange exterminateur apparaissait dans les nuages, et je fondais sur les bataillons ennemis, je les mettais en déroute, je les précipitais dans le Rhin. Cette vision me soulageait un peu. Pourtant, malgré la joie qu'on se promettait de la chute du tyran, on avait peur de ces bons messieurs les Cosaques, et beaucoup de gens riches se sauvaient. Madame de Béranger était la plus effrayée. Ma grand-mère lui offrit de l'emmener à Nohant, elle accepta. Je la donnai de grand cœur au diable, car cela empêchait ma bonne maman d'emmener ma mère. Elle n'eût pas voulu mettre en présence deux natures si incompatibles. J'étais outré de cette préférence pour une étrangère. S'il y avait réellement du danger à rester à Paris, c'était ma mère avant tout qu'il fallait soustraire à ce danger. Et je commençais à faire le projet d'entrer en révolte, et de rester avec elle pour mourir avec elle s'il le fallait. J'en parlais à ma mère, qui me calma. « Quand même, ta bonne maman voudrait m'emmener, me dit-elle, moi, je n'y consentirai pas, je veux rester auprès de Caroline. Et plus on parle de danger à courir, plus c'est mon devoir et ma volonté, mais tranquillise-toi, nous n'y sommes pas. Jamais l'empereur, jamais nos troupes ne laisseront approcher les ennemis de Paris. Ce sont des espérances de vieille comtesse. L'empereur battra les Cosaques à la frontière, et nous n'en verrons jamais un seul. Quand ils seront exterminés, la vieille Béranger reviendra pleurer ses Cosaques à Paris, et j'irai te voir à Nohant. » La confiance de ma mère dissipa mes angoisses. Nous partîmes le 12 ou le 13 janvier. L'empereur n'avait pas encore quitté Paris. Tant qu'on le voyait là, on se croyait sûr de n'y voir jamais d'autre monarque, à moins que ce ne fût en visite et pour lui baiser les pieds. Enfin, nous arrivâmes à Nohant, mais nous n'y étions pas depuis 3 jours qu'un grand chagrin vint donner un autre cours à mes pensées. Ma grand-mère, qui n'avait jamais été malade de sa vie, fit une maladie grave. Comme son organisation était très particulière, les accidents de cette maladie eurent un caractère particulier. D'abord, ce fut un sommeil profond, dont il fut impossible, durant 2 jours, de la tirer. Puis, lorsque tous les symptômes alarmants furent dissipés, on s'aperçut qu'elle avait sur le corps une large plaie gangréneuse,
produite par la légère excoriation laissée par les cataplasmes salins. Cette plaie fut horriblement douloureuse et longue à fermer. Pendant 2 mois, il lui fallut garder le lit et la convalescence ne fut pas moins longue. Deschartres, Rose et Julie soignèrent ma pauvre bonne maman avec un grand dévouement. Quant à moi, je sentis que je l'aimais plus que je ne m'en étais avisé jusqu'alors. Ses souffrances, le danger de mort où elle se trouva plusieurs fois, me la rendirent chère, et le temps de sa maladie fut pour moi d'une mortelle tristesse. La maladie de la bonne maman ne nous avait pas permis de beaucoup rire aux dépens de la vieille comtesse. Les nouvelles du dehors n'étaient pas gaies non plus, et un jour de printemps, ma grand-mère convalescente reçut une lettre de Madame de Pardaillan qui lui disait « Les Alliés sont entrés dans Paris. Ils n'y ont pas fait de mal, on n'a point un pillé. On dit que l'empereur Alexandre va nous donner pour roi le frère de Louis XVI, celui qui était en Angleterre et dont je ne me rappelle pas le nom. » Ma grand-mère rassembla ses souvenirs. « Ce doit être, dit-elle, celui qui avait le titre de monsieur. » C'était un bien mauvais homme. Quant au comte d'Artois, c'était un vaurien détestable. Allons, ma fille, voilà nos cousins sur le trône, mais il n'y a pas de quoi nous vanter. Telle fut sa première impression, et puis, suivant l'impulsion de son entourage, elle fut dupe pendant quelque temps des promesses faites à la France, et subit le premier engouement non pour les personnes, mais pour les choses restaurées. Cela ne fut pas de longue durée. Quand la dévotion fut à l'ordre du jour, elle revint à son dégoût pour les hypocrites. Je le dirai plus tard. J'attendais avec anxiété une lettre de ma mère. Elle arriva enfin. Ma pauvre petite maman avait été malade de peur. Par une chance singulière, un des 5 ou 6 boulets lancés sur Paris et dirigés sur la statue de la colonne de la place Vendôme était venu tomber sur la maison que ma mère habitait alors, rue Basse du Rempart. Ce boulet avait troué le toit, pénétré 2 étages et était venu s'amortir sur le plafond de la chambre où elle se trouvait. Elle avait fui avec Caroline, croyant que Paris allait être, en peu d'heures, un amas de décombres. Elle put revenir coucher tranquillement chez elle, après avoir vu, avec la foule consternée et stupéfaite, l'entrée des barbares, que de belles dames couraient embrassées et couronnées de fleurs. Ma mère vint passer 1 mois avec nous et dut s'en retourner pour faire sortir Caroline de pension. Je compris alors que je la verrais désormais de moins en moins à Nohant. Ma grand-mère parlait d'y passer l'hiver. Je tombais dans le plus grand chagrin que j'eusse encore ressenti de ma vie. Ma mère s'efforçait de me donner du courage, mais elle ne pouvait plus me tromper. J'étais d'âge à constater les nécessités de la position qui nous était faite à l'une et à l'autre. L'admission de Caroline dans la famille eut tout arrangé. Et c'est sur quoi ma grand-mère était inflexible. Ma mère n'était point heureuse à Nohant, elle y souffrait, elle y subissait un étouffement moral, une contrainte, une irritation comprimée de tous les instants. Mon obstination à la préférer ostensiblement à ma grand-mère, je ne savais pas feindre, quoique cela eût été dans l'intérêt de tout le monde, aigrissait de plus en plus cette dernière contre elle. Et il faut bien dire que la maladie de cette pauvre grand-mère avait beaucoup changé son caractère. Elle avait des jours d'humeur que je ne lui avais jamais vus. Sa susceptibilité devenait excessive. En de certains moments, elle me parlait si sèchement que j'en étais atterré. Mademoiselle Julie prenait un empire extraordinaire, déplorable sur son esprit, recevant en toutes ses confidences et envenimant tous ses déplaisirs. À bonne intention, sans doute, mais sans discernement et sans justice. Pourtant, ma mère eût supporté tout cela pour moi, si elle n'eût été continuellement inquiète pour son autre fille. Je le compris. Je ne voulais pas que Caroline me fût sacrifiée, et pourtant Caroline commençait de son côté à être jalouse de moi, la pauvre enfant, à se plaindre des absences annuelles de sa mère, et à lui reprocher en sanglotant sa préférence pour moi. Ainsi, nous étions toutes malheureuses et moi, cause innocente de toutes ces amertumes domestiques, j'en ressentais le contre-coup plus douloureusement encore que les autres. Quand je vis ma mère faire ses paquets, je fus saisie de terreur. Comme elle était, ce jour-là, fort irritée des propos de Julie et disait qu'il n'y avait plus moyen de subir l'autorité d'une femme de chambre devenue,
plus maîtresse dans la maison que la maîtresse elle-même, je crus que ma mère s'en allait pour ne plus revenir. Je devinais, du moins, qu'elle ne reviendrait plus que de loin en loin, et je me jetais dans ses bras, à ses pieds. Je me roulais par terre, la suppliant de m'emmener, en lui disant que si elle ne le faisait pas, je me sauverais, et que j'irais de Nohant à Paris, seule et à pied pour la rejoindre. Elle me prit sur ses genoux et tâcha de me faire comprendre sa situation. « Ta grand-mère, me dit-elle, peut me réduire à 1500 francs si je t'emmène. » « 1500 francs, m'écriai-je, mais c'est beaucoup cela, c'est bien assez pour nous trois. »« Non, me dit-elle, ce ne serait pas assez pour Caroline et moi, car la pension et l'entretien de ta sœur m'en coûtent la moitié, et avec ce qui me reste, j'ai bien de la peine à vivre et à m'habiller. Tu saurais cela si tu avais la moindre idée de ce que c'est que l'argent. Eh bien, si je t'emmène, et qu'on me retire 1000 francs par an, nous serons si pauvres que tu ne pourras pas le supporter, et que tu me redemanderas ton Nohant et tes 15 000 livres de rente. »« Jamais, jamais, m'écriai-je, nous serons pauvres, mais nous serons ensemble. Nous ne nous quitterons jamais, nous travaillerons, nous mangerons des haricots dans un petit grenier, comme dit mademoiselle Julie. Où est le mal ? Nous serons heureuses, on ne nous empêchera plus de nous aimer. » J'étais si convaincue, si ardente, si désespérée, que ma mère fut ébranlée. « C'est peut-être vrai ce que tu dis là, répondit-elle avec la simplicité d'un enfant. Et d'un généreux enfant qu'elle était. Il y a longtemps que je sais que l'argent ne fait pas le bonheur, et il est certain que si je t'avais avec moi à Paris, je serais beaucoup plus heureuse dans ma pauvreté que je ne le suis ici, où je ne manque de rien, et où je suis abreuvée de dégoût. Mais ce n'est pas à moi que je pense, c'est à toi, et je crains que tu ne me reproches un jour de t'avoir privé d'une belle éducation, d'un beau mariage et d'une belle fortune. »« Oui, oui, m'écriai-je, une belle éducation, où l'on veut faire de moi une poupée de bois. Un beau mariage avec un monsieur qui rougira de ma mère et la mettra à la porte de chez moi. Une belle fortune qui m'aura coûté tout mon bonheur et qui me forcera à être une mauvaise fille. Non, j'aime mieux mourir que d'avoir toutes ces belles choses-là. Je veux bien aimer ma grand-mère, je veux bien venir la soigner et faire sa partie de grabuge et de loto quand elle s'ennuiera, mais je ne veux pas demeurer avec elle. Je ne veux pas de son château et de son argent. Je n'en ai pas besoin, qu'elle les donne à Hippolyte, ou à Ursule, ou à Julie, puisqu'elle aime tant Julie. Moi, je veux être pauvre avec toi, et on n'est pas heureuse sans sa mère. » Je ne sais pas tout ce que j'ajoutai. Je fus éloquente à ma manière, puisque ma mère se trouva réellement influencée. « Écoute, me dit-elle, tu ne sais pas ce que c'est que la misère pour de jeunes filles. Moi, je le sais, et je ne veux pas que Caroline et toi passiez par où j'ai passé quand je me suis trouvée orpheline et sans pain à 14 ans. Je n'aurais qu'à mourir et à vous laisser comme cela. Ta grand-mère te reprendrait peut-être, mais elle ne prendra jamais ta sœur, et que deviendrait-elle ? Mais il y a un moyen d'arranger tout ça. On peut toujours être assez riche en travaillant, et je ne vois pas pourquoi, moi qui sais travailler, je ne fais plus rien, et pourquoi je vis de mes rentes comme une belle dame. Écoute-moi bien. Je vais essayer de monter un magasin de mode. Tu sais que j'ai été déjà modiste, et que je fais les chapeaux et les coiffures mieux que les perruches qui coiffent ta bonne maman en tout de travers, et qui font payer leurs vilains chiffons les yeux de la tête. Je ne m'établirai pas à Paris, il faudrait trop d'argent, mais en faisant des économies pendant quelques mois et en empruntant une petite somme que ma sœur ou Pierré me feront bien trouver, j'ouvrirai une boutique à Orléans, où j'ai déjà travaillé. Ta sœur est à droite, tu l'es aussi, et tu auras plus vite appris ce métier-là que le grec et le latin de M. Deschartres. À nous trois, nous suffirons au travail. Je sais qu'on vend bien à Orléans, et que la vie n'est pas très chère. Nous ne sommes pas des princesses, nous vivrons de peu, comme du temps de la rue Grange-Batelière. Nous prendrons plus tard Ursule avec nous. Et puis nous ferons des économies, et dans quelques années, si je peux vous donner à chacune 8 ou 10 000 francs, ce sera de quoi vous marier avec d'honnêtes ouvriers, qui vous rendront plus heureuse que des marquises et des comtes. Au fait, tu ne seras jamais à ta place dans ce monde-là. On ne t'y pardonnera pas d'être ma fille et d'avoir eu un grand-père marchand d'oiseaux. On t'y fera rougir à chaque instant, et si tu avais le malheur de prendre leurs grands airs, tu ne pardonnerais plus à toi-même de n'être qu'à moitié noble. C'est donc résolu.
Garde bien ce secret-là, je vais partir et je m'arrêterai un jour ou deux à Orléans pour m'informer et voir des boutiques à louer. Puis je préparerai tout à Paris, je t'écrirai en cachette par Ursule ou par Catherine, quand tout sera arrangé, et je viendrai te prendre ici. J'annoncerai ma résolution à ma belle-mère, je suis ta mère, et personne ne peut m'ôter mes droits sur toi. Elle se fâchera, elle me retirera le surplus de pension qu'elle me donne. Je m'en moquerai. Nous partirons d'ici pour prendre possession de notre petite boutique. Et quand elle passera dans son carrosse par la grande rue d'Orléans, elle verra en lettres longues comme le bras « Madame veuve du pain, marchande de mode ». Ce beau projet me tourna la tête. J'en eus presque une attaque de nerfs, je sautai par la chambre en criant et en riant aux éclats, et en même temps je pleurais. J'étais comme ivre. Ma pauvre mère était certainement de bonne foi et croyait à sa résolution. Sans cela, elle n'eût point à la légère empoisonné l'insouciance ou la résignation de mes jeunes années par un rêve trompeur, car il est certain que ce rêve s'empara de moi et me créa pour longtemps des agitations et des tourments sans rapport naturel avec mon âge. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!